Bonjour à tous et bienvenue sur le 6e épisode de The Little Big Show. Mon invité est Samuel Lelon, le responsable de F Initiativas à La Réunion. F Initiativas est une société qui vous aidera dans vos démarches de crédit d'impôt recherche et d'innovation. La première fois qu'on s'est rencontré avec Samuel, c'était pour lui vendre un stand sur le forum Nexi 2016, alors qu'il n'était pas encore installé à La Réunion et qu'il faisait des allers-retours entre Paris et La Réunion. C'était en juin 2016 et depuis, je crois qu'il n'y a pas une semaine où on ne se donne pas des nouvelles, notamment sur notre activité respective, la vente avec un grand V. C'est l'un des sujets principaux de notre échange. On évoque le parcours de ce jeune homme de 28 ans qui a grandi en région parisienne, est passé par un DUT technique de vente, par l'école sup de vente, sans oublier son expérience en Australie, le fruit picking, les gazons tondus dans des quartiers avec son meilleur ami Jawed lorsqu'il avait 15 ans, ou encore son arrivée à La Réunion, le retour aux sources avec le Rugby Club Saint-Pierre, et tout simplement le mindset génial que Samuel a, avec qui à chaque fois qu'on se croise, je fais le plein d'énergie positive. Samuel Lelon, dans The Little Big Show, c'est tout de suite. Bonne écoute. À la limite, je le garde comme ça au cas où si. Il y a des invités qui mettent un écouteur et pas l'autre. Ouais, je pense que t'es plus à l'aise, même un demi-écouteur comme ça. Là, ça fait un peu Puff Daddy. Ok. Bon, bah écoute, Samuel, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Little Big Show. Merci. Je commence souvent par des questions assez banales, à savoir le long, par exemple, ça vient d'où? Le long, ça vient du nord de la France. J'ai mon père qui est du nord de la France, exactement dans le Pas-de-Calais, et j'ai ma mère qui vient de Sardaigne. D'accord. Donc comment aux opposés. On se rencontrer entre la Sardaigne et le nord de la France. Ils se sont en fait famille sarde, immigrés dans les Ardennes, ouais. Et mes parents se sont rencontrés en Belgique. D'accord. Un peu bizarre comme histoire. D'accord. Et comment t'as grandi du coup? T'as grandi où? Dans quelle ambiance? Jusqu'à mes 5 ans, en fait, mon père était muté beaucoup pour le boulot, donc on a déménagé 6 ou 7 fois. Et ensuite, on s'est installé en région parisienne, dans les Yvelines. D'accord. Et je suis resté là-bas jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Et alors, c'était comment de grandir dans les Yvelines? C'était bien. Moi, j'aime bien. Je préfère la banlieue parisienne que Paris, intramuros. Ouais, parce que tu as passé quand même beaucoup de temps après à Paris, si j'ai compris. Après, je suis parti, on va dire, en banlieue très proche, entre Courbevoie, Puteaux, et ensuite Paris 18e. Donc j'ai eu, on va dire, la banlieue plus éloignée, j'ai eu la banlieue très proche, intégrée, on appelle, et puis Paris intramuros. D'accord. Et puis je suis à La Réunion maintenant, c'est qu'il y a des raisons, mais je pense que tu vas me poser la question. La question c'est comment tu t'es retrouvé ici du coup, à La Réunion? De par, on va dire, mes expériences scolaires, l'alternance, j'ai eu l'occasion de voyager. J'ai commencé à voyager très tard. Première fois que j'ai quitté la France, ça devait être après mes 15 ans. Enfin, très tard, façon de parler, quand on compare à beaucoup de gens. Et finalement, tout de suite, j'ai eu envie de voyager beaucoup, ce qui m'a conduit... T'es allé où à 15 ans? Le premier voyage que j'ai fait, ça devait être, je crois, en Tunisie, dans un club, hôtel club, hein, rien de très exotique à proprement parler. J'ai découvert le voyage vraiment avec un de mes meilleurs amis, Jawed Chaban. Ouais. Quand on a été diplômé, on a pris un billet simple pour Sydney. Ouais. On a acheté un 4x4 et puis on dormait dedans. On l'a revendu, on est parti en Nouvelle-Zélande. Pareil, on dormait dans un espèce de... comme un Renault Espace. Je ne me rappelle plus ce que c'était là, comme marque, mais c'était super bien, quoi. Ensuite, on est parti en Asie, Malaisie, Thaïlande. Donc là, tu as lâché le 4x4 entre temps. Ouais, là c'était un peu... ça dépendait des jours, quoi, après. Des fois, c'était auberge de jeunesse, des fois, on dormait chez les gens, des fois, bon... C'était jour après jour. D'accord, ok. Et du coup, pour revenir un peu, tu es arrivé à La Réunion, tu as créé une structure qui s'appelle F Initiativas, c'est ça? Juste pour qu'on comprenne ce que tu fais aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai pas créé une structure. En 2016, j'ai proposé à mon entreprise, Initiativas, qui est un groupe de 750 personnes, ouais, qu'on aille justement sur le marché réunionnais. Donc,
j'ai, on va dire, détecté un potentiel de marché. Et on a monté une équipe, on a trouvé des locaux et on développe le truc sur place. D'accord. Donc t'es arrivé en juin, c'est ça, en juillet? La première fois qu'on s'est vu, toi et moi, j'étais pas encore installé. J'étais sur un aller-retour de prospection. Et moi, je me suis installé définitivement sur le mois de septembre 2016. Donc il y a un peu plus d'un an. Et du coup, tu as fait quelles études pour arriver à travailler chez F Initiativas? Alors, j'ai commencé par un DUT technique de commercialisation en formation initiale. Au bout d'un an, j'avais envie de voir autre chose, donc j'ai demandé à passer en alternance. Ça a été accepté, donc j'ai fait un an d'alternance chez AXA, chez AXA au niveau du groupe. Et une fois le DUT terminé, j'ai été pris à Sup de Vente. C'est une école de vente spécialisée en alternance aussi. Et là, j'ai fait mes 3 années d'alternance chez Orsis Formation. Alors juste, t'as fait quoi en alternance chez AXA? Pas grand-chose. pas grand-chose. T'étais au marketing, t'étais à la communication? J'étais dans le service de production, mais honnêtement, c'était pas une expérience exceptionnelle dans la mesure où vraiment j'avais très peu de tâches à faire. Ouais. On est sur des grosses organisations où... C'est une bonne question parce que je me rappelle plus exactement l'ampleur des tâches que j'avais à faire, mais c'était plutôt de l'assistance sur les autres personnes, quoi. D'accord. Et comment, du coup, de cette quasi-ennui, si j'ai l'impression qu'on peut parler de ça, tu t'es dit, tiens, il faut que j'aille vers la vente, en fait. Ouais, disons que... Tu avais des tâches administratives, c'est ça, et puis là, voilà. Le problème de l'alternance, c'est que c'est souvent des choix par défaut. On va là où les entreprises nous prennent. C'est pas tellement ce qu'on a envie de faire. Moi, c'était exactement ce cas de figure-là. Et ensuite, j'ai réussi à trouver une entreprise qui était vraiment beaucoup plus... qui avait besoin d'un profil comme le mien, à proprement parler. D'ailleurs, quand j'ai postulé là-bas, j'ai postulé initialement sur un poste qui était en CDI. C'est qu'après la fin de l'entretien, que je leur ai dit que, en fait, moi, c'était en alternance. Parce que c'est difficile de trouver des postes à responsabilité quand on est en alternance. Un peu de culot, alors? Un petit peu. Mais bon, ça fonctionnait. Ok. Et du coup, tu es parti sur de la vente. Et tu sais pourquoi tu es parti sur de la vente? Enfin, de la vente, du commercial, ce qu'on veut, mais je trouve que c'est quand même un chemin particulier. Il n'y a pas tout le monde qui a envie d'y aller. J'aime bien évoquer ce sujet-là. Ouais, c'est vrai. En fait, si je regarde un petit peu vers le passé, à 15 ans, avec le même Jawed là, que j'évoquais tout à l'heure, on avait... C'est ton pote d'enfance, en fait, Jawed? Ouais, on se connaît depuis qu'on a 5 ans. Ouais. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Et bien avec lui, à 15 ans, on allait faire le tour de notre quartier, de toutes les maisons, on allait toquer, on allait proposer nos services de jardinage pour la tondeuse, tout ça. Et on avait envie de travailler, on avait envie de gagner de l'argent. Et évidemment, on n'avait pas une vraie société. On faisait ça un petit peu comme on pouvait, quoi. Ouais. Et à 16 ans, lui et moi, on est partis travailler en tant que téléprospecteurs. C'est-à-dire les personnes qui t'appellent pour te donner une invitation dans un magasin. D'accord. Et ça, c'était une expérience particulière. C'était chez Soft Media. On appelait tout type de personnes pour tout type d'entreprise. Des fois, c'était des magasins de meubles, des fois, c'était des magasins de bricolage. Et en fait, le but, c'était d'inviter des personnes à venir au magasin. Il y avait un côté amusant, j'ai l'impression, dans tout ça. Oui. Je dirais pas amusant, je dirais plutôt c'est des expériences qui te donnent envie d'avoir un boulot un peu plus, comment dire, un peu plus valorisant. Parce que quand tu appelles des personnes le samedi matin à 9h, tu les réveilles, bon, tu travailles, hein, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable, et puis quand tu lis le texte qui est écrit sur un ordinateur, ta valeur ajoutée, elle est quand même réduite. Donc on n'a pas fait ça longtemps, mais on s'en rappelle. On s'en rappelle très bien, lui aussi. D'ailleurs, lui, c'est un profil scientifique. Il a fait des études d'ingénieur, puis là, il est devenu commercial. D'accord. Pour te dire, on a eu plus ou moins le même parcours, quoi. D'accord, ok. Et donc, tu commences après chez Orsis, c'est ça? Ouais, alors donc pour revenir chez Orsis, c'était une bonne expérience, que j'étais amené à faire du contrôle qualité, de la prise de rendez-vous, puis j'ai évolué vers une fonction de terrain, ce qui n'était pas prévu au départ. Et à la fin de l'expérience, on m'a même proposé d'aller ouvrir un centre en Belgique, qui s'était monter une équipe. Non, je l'ai pas fait, parce qu'on est parti voyager, justement. Ah oui, d'accord. Et là, c'était le dilemme, quoi. Et c'était quoi le déclic de te dire, pourquoi tu t'es dit, non,
Enfin, tout le monde se serait dit peut-être à ta place, Ouais, super opportunité, ça arrivera pas 2 fois. les Toi, opportunités. tu t'es dit l'inverse. Bah, envie de vivre, hein, puis les opportunités, elles viennent dans la vie. Enfin, c'est un truc qu'on se rend compte en grandissant progressivement, mais les opportunités, elles viennent. Par contre, avoir 22 ans, 23 ans, ça arrive qu'une seule fois. C'est vrai. Et quand on est complètement sans attache, sans charge fixe, on peut se permettre des choses qu'on ne peut pas se permettre plus tard. D'accord. Du coup, tu pars. Et tu pars en Australie. Ouais. Et donc le voyage se passe, on retourne en France. Et ça se passe comment le voyage? Ah bah super expérience. Tu fais quoi là-bas? Bah on découvre, on travaille un petit peu de temps en temps dans les champs, un peu de cueillette, mais c'est surtout un voyage découverte, culturel, plein de choses. On se fait beaucoup la fête aussi, on rencontre plein de gens d'endroits différents et ça passe hyper vite au final. Et quand on rentre, se poser la question de C'était combien de temps? 7 mois. 7 mois, ok, ouais, c'est super rapide. Ouais, très très rapide, mais quand on rentre, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Retour à la vraie vie, entre guillemets. Et donc moi, j'avais un autre ami, Raphaël. Excuse-moi, j'avais écouté, mais c'est vraiment, tu t'es vraiment dit retour à la vraie vie ou est-ce que... Parce que moi j'ai fait un peu de road trip comme ça aussi, mais j'avais plus l'impression que la vraie vie c'était celle-là. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. Et d'ailleurs, on avait même fait une demande de visa pour le Canada et pour la Malaisie. Visa refusé. Ok. Donc choix par défaut, encore. Et là, on a un ami, pareil, un ami d'enfance, Raph, qui venait de se faire embaucher par une entreprise, Initiativas, et qui m'a dit viens, c'est bien ce qu'on fait. Bon, on regardait un petit peu, je regardais les offres d'emploi, et finalement, au moment de passer les entretiens, un entretien, 2, 3, au 4e entretien, tout ça s'était super bien passé. Puis j'apprends que finalement, j'étais trop jeune pour le poste en question. Donc on me dit, il y a une solution, c'est de devenir commercial sédentaire. D'accord. En gros, il y avait la moyenne d'âge des commerciaux, qui est, on va dire plus ou moins vers 30 ans. Et moi, j'avais 23 ans. Oh, ouais. Donc j'ai accepté cette solution par défaut. Et puis progressivement, chaque année, j'ai changé de fonction. Ça c'est ton premier C'est poste? toujours la même entreprise. Ouais. F Initiative. Voilà. C'est ça. Ok. Et juste pour, j'insiste un peu, mais sur ce voyage en Australie, tu dis que tu as voyagé, tu as découvert des gens, mais est-ce que tu as découvert des trucs sur toi en fait? Oui, on apprend plein de choses. Déjà, on apprend à cohabiter. Quand on vit dans un 4x4, on a beau être avec ses amis, c'est pas évident. Et surtout quand on a mis... C'était quoi comme 4x4 en fait? C'était un Ford Courrier. Ford Courrier, avec un haillon derrière. Ah oui, c'était pas le truc... non, c'était pas très adapté. C'était pas le truc tout adapté avec... Non, après on avait mis une planche pour le matelas. Il y avait des plaques de cuisson avec une bonbonne de gaz. Mais c'était pas, à la base, c'était pas quelque chose qui était étudié pour. Et quand ton ami a encore plus un sale caractère que toi, salut Jawed, c'est pas évident d'être au quotidien, mais par contre, tu apprends plein de choses sur toi, tu apprends plein de choses sur lui, tu apprends plein de choses sur ta manière de réagir dans des situations. Donc c'est forcément hyper formateur, ce type de voyage. Tu apprends à gérer un budget aussi. Ouais. Et alors, ça s'est bien passé le budget? Ouais, ça a été... Vous avez pas tout cramé ou vous n'êtes pas retrouvés? Non, on a plutôt bien géré. Après, la chance qu'on avait, c'est que, on a parlé de l'alternance tout à l'heure, c'est qu'au final, tu étudies gratuitement et en plus de ça, tu as un salaire. En parallèle, avec 2 autres amis, donc Mohamed Kamboubi et Thomas D'Alberto, qui sont des amis très proches, on a monté une junior entreprise à Sub de Vente. Ouais. Donc ça nous a permis de... Donc Sub de Vente, c'était après ton IUT, ça? Ouais, c'est ça. Donc le fait d'avoir monté cette junior entreprise, on a signé un certain nombre de missions, ça faisait partie de mes premières expériences commerciales aussi, et on a réussi à dégager un petit pécule de tout ça, quoi. Et en troisième, il y a un troisième truc qui nous a rapporté un peu d'argent, enfin moi en l'occurrence, c'est qu'avec le rugby on avait des petites primes de match, donc au fur et à mesure, j'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir voyager sereinement, quoi. D'accord, ok. Donc belle expérience quoi, le voyage. Ouais, très belle expérience. Et tu parles de rugby, du coup moi ça fait ding dong un peu dans ma tête, puisque moi j'ai joué au rugby depuis
j'étais dans ce qu'on appelait les mini-poussins. Genre, je crois que tu commences à 6 ans, un truc comme ça. Mais toi, en tout cas, la dernière fois que je suis venu chez toi, on sent que le rugby, c'est une grosse partie de toi, en fait. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Le rugby, c'est un sport que mon père pratiquait. C'est comme ça que je suis venu, même si je suis venu sur le tard, hein, j'ai commencé, je devais avoir 15 ou 16 ans. Tu faisais autre chose avant? Ouais, je fais un peu de foot, je faisais la boxe aussi. Et le rugby, c'est arrivé plus tard. Et en travaillant à Paris, j'étais obligé d'arrêter le rugby. Enfin, quand je dis j'étais obligé, c'est que ça devenait incompatible avec le rythme de travail, avec la possibilité de se déplacer facilement sur des périodes fixes. Hein. Par exemple, 2 entraînements par semaine plus un match, c'est très compliqué quand on est commercial à Paris. Enfin, je trouve que c'est très compliqué. Et j'ai arrêté pendant 4 ans. Et j'ai profité du retour à La Réunion pour reprendre ce sport. Ce qui m'a permis aussi une intégration facile, hein, parce qu'il y a le sport à proprement parler, et il y a l'environnement autour du sport. Et l'environnement autour du sport au rugby, il est particulier. On est sur un sport de combat, même si on dit que c'est un sport de combat collectif, c'est un sport de combat qui nécessite d'avoir des partenaires. Et tu crées plus que des liens sportifs, tu crées des liens d'amitié forts avec les personnes avec lesquelles tu joues. Et tu as dû le voir la dernière fois, hein, quand tu étais à la maison, il y avait pas mal de monde. Et il y a une ambiance particulière. Toi qui as joué au rugby, tu le sais. Et toute personne qui a déjà, ne serait-ce qu'assisté à un match de rugby amateur, on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage. Le fait d'être dans un vestiaire, d'entendre le bruit des crampons, de rentrer sur le terrain, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est quelque chose qu'on vit intensément. Et une carrière de rugby, c'est court, même en amateur. Hein. On joue quelques années, après c'est terminé. On peut faire d'autres choses pour aider le développement du rugby, les jeunes. Mais là, moi je suis à un âge, 28 ans, où je vis ma carrière d'amateur à proprement parler et je me retrouve une dynamique super ici à Saint-Pierre. Ouais, alors, moi j'ai 31 et ça y est, c'est fini. Bah, oui, je t'ai proposé de revenir. Hein. Ça tient qu'à toi. C'est difficile. Non, mais du coup, faire un peu un parallèle, comment ça t'a permis de découvrir La Réunion, le rugby? Est-ce que ça t'a aidé à causer créole, à comprendre un peu le sarcasme de notre île, ce genre de choses? Je pense que ça m'aide dans tout. C'est-à-dire que, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'intégration sociale très rapide grâce au sport, que ce soit dans sa ville mais également avec les équipes adverses. L'environnement autour du rugby, les partenaires, la direction du club, tous ces gens quand tu arrives qui t'aident à t'intégrer, qui t'aident dans le boulot, qui t'aident à pas mal de choses. Donc tout ça, oui, ça fait partie de... Le rugby fait partie de mon expérience réunionnaise à proprement parler. Ouais. Comment tu vois ton futur dans les 5 prochaines années, par exemple? Bonne question. Bonne question. J'ai beaucoup de mal à me projeter. Pourquoi? Parce que déjà les journées sont trop courtes là, il faut les vivre à fond. En plus avec le boulot, avec les activités et puis tout ce qui se passe à La Réunion au quotidien. Moi ça fait 1 an et 3 mois que je suis arrivé et ça va hyper vite. Tout va vite. Tout va vite et du coup pour l'instant je suis plutôt concentré sur le présent, on va dire. J'ai aucune idée d'où je serai dans 5 ans. Il y a de grandes chances que je sois encore ici, à La Réunion, parce qu'on s'y sent bien, avec Léna, ma compagne. En plus maintenant la famille s'agrandit, non pas par un enfant mais par un chien. Et j'ai du mal à répondre à ta question. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les choses vont continuer d'aller vite et on a plein de projets dans tout. Quoi. Ce que j'aime bien savoir, c'est comment tu as grandi. Genre moi, j'ai grandi, j'ai ma mère qui est prof de lettres modernes, grec, latin. Du coup, j'étais nul en français. Et j'ai mon père qui était prof des écoles, à l'équivalent. Ouais. Et du coup, ça me destinait pas du tout à une carrière en tant que commercial. Et je voulais savoir, justement, toi, t'as grandi dans quel environnement?
Alors moi j'ai grandi avec mes deux sœurs, donc moi je suis du milieu, on a 2 ans d'écart avec mes sœurs, et mon père est toujours responsable qualité dans une grosse industrie allemande, et ma mère a été mère au foyer jusqu'à nos 10 ans à peu près, et là elle travaille en tant qu'assistante de direction au niveau du rectorat de Versailles. Donc pour reprendre un petit peu ton exemple, j'ai pas non plus d'affinité particulière avec ce métier-là. On va dire que c'est les choses de la vie, c'est la volonté de trouver... Enfin si, j'ai peut-être un élément de réponse. C'est qu'à l'école, j'ai jamais été un mauvais élève, ni un excellent élève, sauf dans quelques matières où j'étais très bon. Et inversement, il y avait des matières où j'étais pas bon. Et j'essayais à tout prix d'éviter les maths. D'accord. Donc quand je cherchais une filière d'études, je cherchais un métier où on ne devait pas utiliser les maths telles qu'on nous les apprenait à l'école. Hein. Et donc j'ai éliminé un certain nombre de filières. La filière vente m'épargnait de cette contrainte, quoi. À part à la fin du mois. À part à la fin du mois, ouais. Bah, justement, et pour revenir un peu sur la vente, parce que moi je lis beaucoup de bouquins sur la vente, j'aime bien parler de techniques de vente. Souvent on échange sur voilà, comment tu fais pour choper le numéro de téléphone, pour avoir le mec au téléphone, pour faire en sorte qu'il te rappelle ou avoir le rendez-vous. Je sais qu'en plus tu es formateur, donc est-ce que tu as des techniques un peu que tu aimerais partager? En plus tu vas bientôt donner des cours à Campus Réunion, donc est-ce qu'il y a des techniques dans ta manière en tout cas d'approcher tes clients et de closer les ventes que tu aurais envie de partager? Ouais. Déjà, il y a quelques stéréotypes sur la vente, à savoir, on a tendance à penser que le vendeur, le commercial, peu importe comment on l'appelle, c'est celui qui va parler. Ouais. Et moi, j'ai tendance à très peu parler, à poser beaucoup de questions. Ouais. Et déjà, je pense que ce stéréotype-là, c'est la première chose qu'il faut mettre en avant quand on veut donner des conseils sur la vente. C'est pas le parler, de raconter une histoire qui va faire que tu vas aboutir à une vente ou pas, mais c'est plutôt d'écouter celui qui te reçoit dans son bureau. Il a peut-être des choses à dire, et si tu le laisses pas parler, tu n'entendras jamais ce qu'il a à te dire. Et c'est un truc qui peut paraître basique, mais en réalité, qui concerne n'importe quel vendeur commercial junior. On a tendance à tout de suite vouloir parler de son produit, parler de plein de choses. En réalité, on est assez loin de la vérité. Pour être sûr de décrocher par exemple un rendez-vous au téléphone. Eh ben, il faut vendre un rendez-vous, il ne faut pas vendre un produit. Ouais, ça c'est vrai. C'est-à-dire que le meilleur rendez-vous que tu prends, c'est le rendez-vous où le mec en face ne sait pas trop pourquoi il a accepté ce rendez-vous-là. Par contre, il s'est dit que tu avais l'air intéressant, tu avais l'air plutôt agréable, donc il ne prend pas ça comme une contrainte, il va te recevoir. Il a dit « Ok, j'ai envie d'entendre ce que tu as à me dire. J'ai pas envie d'entendre ton produit, j'ai envie d'entendre toi, tu m'intéresses. C'est pas ton entreprise ou ton produit qui m'intéresse. » La vente, c'est avant tout la personnalité. Quand on est dans le service, moi je suis dans le service, je pense que la première étape pour générer la confiance, c'est que le mec ait confiance en toi et qu'il n'ait pas confiance en ce que tu es en train de lui dire, mais plutôt qu'il se dise « Ce qu'il me raconte, c'est vrai. Il n'est pas en train de me raconter une histoire. » Ou bien il m'a pas appelé par hasard, quoi. Voilà, ou alors il a bien préparé son appel, il sait exactement là où il va, donc il laisse rien au hasard. Comment ça se voit après dans ta vie privée? Ah, ça c'est une bonne question. T'es pas obligé de tout dire, hein, pas obligé de dire sur ton couple ou ce genre de choses. Non, moi, mais je sais que les techniques de vente elles sont applicables dans tout. C'est-à-dire que la négo. la négo, c'est vrai quand tu veux acheter quelque chose, que tu vas négocier, tu vas avoir une posture d'ouverture en négociation. Si tu es ouvert à vendre, tu dois être ouvert en négociation. C'est des techniques qui sont différentes, mais malgré tout, qui ont quelques traits en commun. Et c'est vrai aussi dans les relations sociales. Il faut savoir arrondir un peu les angles dans un certain nombre de choses. Tu parlais du couple, mais c'est vrai en amitié, c'est vrai aussi avec ses voisins, c'est vrai avec tout. Quand on tient, on va dire, quand on a un métier de représentation, je pense qu'on garde tout ça dans sa vie au quotidien.
Par contre, il y a une limite à tout ça. Quand on est vendeur, quand on est hyper ambitieux, hyper motivé, et quand on est vendeur pendant trop longtemps, je pense que tu peux tourner un petit peu sur certains vices de la vente. Ça, de quel vice tu parles? On est sur l'appât du gain, on est payé à la commission, on est payé parce que justement on arrive à faire soit de la qualité, soit de la quantité selon les métiers sur lesquels on se trouve, mais on est toujours en recherche de quelque chose. Et je pense, dans la vie, il ne faut pas toujours chercher des choses, il faut savoir donner avant de recevoir. Et quand on vend quelque chose, on reçoit avant de donner en quelque sorte. C'est qu'on fait d'abord signer son contrat et ensuite on va prouver. Et cet équilibre, il n'est pas facile à trouver au quotidien, surtout si on est habitué à des modèles comme ça, il faut savoir le tempérer. Il faut savoir le tempérer, il faut savoir prendre du recul, prendre un petit peu de hauteur sur les choses. L'exemple du couple que tu as donné est pas mal. Ouais, oui, carrément. Carrément. Parce que ça ne marche pas du tout en binaire. Si on commence à comptabiliser les efforts de l'un et les efforts de l'autre. Tu peux pas appliquer une remise, non? Non. On ne peut pas faire des remises d'efforts. Je trouve que dans notre système éducatif, on ne nous sensibilise pas assez sur qu'est-ce que c'est un actif, qu'est-ce que c'est un passif. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à avoir une sécurité financière à long terme si on n'est pas capable justement de différencier les deux. Et le fait d'être dans un milieu professionnel, d'être dans les affaires, te pousse, enfin je parle au nom de ceux qui pratiquent le même métier, dont toi, nous pousse à se poser des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour automatiser un revenu, pour générer systématiquement un revenu, sans être toujours en fait dans le temps de travail. Et pour ça, je pense qu'il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Il y en a qui aiment la bourse, il y en a qui aiment investir de l'argent dans des entreprises, il y en a qui aiment l'immobilier, il y en a qui aiment... On peut aimer tout ce qu'on veut, les voitures de collection, l'art pour pouvoir générer de l'argent, l'achat-revente. Moi, au fur et à mesure du temps, je me suis intéressé plus précisément à l'immobilier. C'est ce que je continue à faire progressivement. Donc pour l'instant, on est on va dire dans de la curiosité, dans de l'investissement qui ne porte pas encore ses fruits aujourd'hui, mais j'essaye d'assurer mes arrières, ça c'est sûr. Maintenant, j'ai essayé un peu la bourse. C'était pas une bonne expérience pour moi, j'aime pas ça, j'ai perdu de l'argent. Donc on va dire que ça, je le mets en stand-by pour l'instant. Et c'est marrant du coup parce que y a un aspect parachute dans le sens où tu sais pas trop où tu seras dans 5 ans, mais par contre tu sais que quoi qu'il arrive, il y a une espèce de base qu'il faut que tu remplisses. Et donc cette éducation, tu te l'es faite tout seul, t'as fait comment? Cette éducation sur l'argent ou... Ouais. Je pense que c'est de la curiosité, c'est un petit peu de lecture aussi, des livres, on va dire, cultes, comme Père riche, Père pauvre, ouais. Des livres qui nous sensibilisent un petit peu sur ce qui est possible de faire quand on prend les bonnes décisions. Ouais, ça, c'est des livres qui t'ont marqué, ouais. Riche, Père pauvre. Disons que ça te permet d'avoir un point de vue différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il faut faire des grandes études pour avoir un bon salaire. Plus on a un gros salaire, plus on dépense. Est-ce qu'on a besoin de tout ce de faire tous ces achats-là? Est-ce que c'est vraiment conforme à notre personnalité? Je suis pas sûr. L'argent en soi, c'est pas une finalité. Il faut savoir utiliser l'argent. Et pour utiliser l'argent, il faut savoir ce qu'on aime dans la vie. Tout en prenant une marge d'erreur, on peut se tromper, on peut avoir des imprévus. Et donc, pour s'enlever ce stress que nous provoque l'argent, il faut se blinder. Et c'est ma version, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte d'avoir une sécurité, mais j'ai pas des gros besoins à proprement parler. La sécurité, c'est pouvoir si on perd son travail ou quoi, pouvoir se retourner pendant plusieurs mois sans avoir à travailler, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Je parle pas tellement de s'enrichir, d'avoir un grand train de vie, des grosses voitures. C'est pas trop mon style de vie. Ouais. Et du coup, dans l'éducation, toi, si tu étais recteur de l'Académie de La Réunion, tu mettrais quoi comme programme d'éducation pour que les jeunes comprennent par exemple, moi, ça me tient à cœur de me dire
de dire aux Réunionnais, par exemple, au lieu d'acheter cash neuve ta première voiture, de succomber à la pub de telle ou telle marque et d'aller à la banque. Je sais que ça fait tourner beaucoup d'entreprises à La Réunion. Pourquoi pas penser autrement et se dire que voilà, tu achètes quelque chose d'occasion et puis derrière tu fais comme Samuel et tu vas 7 mois en voyage en Australie juste après tes études. Après, tout le monde a le droit d'avoir des envies différentes. C'est-à-dire qu'on peut être très à la pointe de la technologie parce qu'on aime ça. Simplement que moi, c'est pas mon truc, je vois mon plaisir autrement. Parce que aussi, on a la curiosité et même on accepte le fait qu'on puisse avoir un train de vie différent. Ça, c'est peut-être tout simplement lié à l'éducation. Donc, l'école en est partiellement responsable, les parents en sont responsables et la culture en est responsable. Il y a tous ces aspects-là sur lesquels il faut travailler, je pense. Et du coup, toi, tu mettrais ça à l'école, carrément ou pas ? Ouais. Je pense que des cours de sensibilisation financière, de gestion de son argent, à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est un actif, qu'est-ce qui ne l'est pas. On a l'habitude de penser qu'une voiture, c'est un actif, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas un investissement, une voiture. Ça se déprécie jour après jour. Le jour où tu rentres dedans, avec les nouvelles clés, elle vaut déjà la moitié de ce que tu vas acheter. Donc, tout ça, je pense que ça pourrait faire l'objet, en toute légèreté, d'une formation, d'une sensibilisation depuis le plus jeune âge. Ouais. Ça, je pense que ce serait possible. D'accord. Et du coup, on parlait de livres. Est-ce que tu as... j'avais vu des tatouages sur ton bras de type work hard, ce genre de choses. Est-ce que tu as des gens ou des bouquins ou des citations qui te motivent? Parce que l'impression que j'ai, c'est que c'est quand même, tu es en mode, comme on dit, Excelsior, toujours plus haut, faire the last mile, le petit kilomètre en plus. Est-ce que tu as des trucs comme ça qui te motivent tous les jours et qui te disent, bon là, c'est vrai que j'ai envie de remettre ça à demain, mais... L'exemple du tatouage est plutôt bon. Moi, j'ai 3 tatouages, des petits. J'en ai un derrière le bras, qui est plutôt un tatouage familial, avec différentes initiales. J'en ai un sur l'avant-bras où il y a marqué World Citizen, qui fait référence à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et j'en ai un autre qui est plus un leitmotiv, qui est sur les côtes, où il y a marqué No Pain, No Gain. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc No Pain, No Gain, pour moi, si on doit le traduire en français, ce serait il n'y a pas de réussite sans effort, en quelque sorte. C'est applicable dans tous les domaines. C'est applicable dans le sport. On ne gagne pas si on ne s'entraîne pas. C'est applicable dans le boulot. Hein. Si on ne bosse pas, on ne gagne pas sa vie. On ne conserve pas un boulot. Mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien dans tout. Dans son attitude, quand on essaye de s'améliorer, d'essayer de réduire un peu ses défauts. Quand on ne travaille pas, on ne gagne pas. Alors, ce serait quoi les défauts de Samuel Lelong ? Bon, il y en a plein. Hein. T'en connais quelques-uns déjà. On va les garder entre nous, ça. Ok. Et il y a des trucs que t'améliores un peu en ce moment ? Genre, tu fais du VTT le matin, des trucs comme ça. Condition physique. Ouais, on travaille sur pas mal de choses en parallèle. Mais non, j'ai pas un programme préétabli. Je suis pas trop comme ça. J'essaye d'être... plutôt de faire en sorte de toujours me dire par contre de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Hein. Donc ouais. de pas être... En fait, j'ai tendance à avoir un humour un peu cru, je suis très piquant, mais j'essaye, par exemple, si on prend cet exemple-là, de mettre des limites. Parce que moi, j'aime pas trop qu'on m'attaque personnellement. D'accord. Par contre, j'aime bien faire des blagues, mais j'essaye de les modérer. Voilà. Qu'elles ne soient pas trop personnelles. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ça fait quoi ? Ça fait 1 an et demi que tu es à La Réunion ? Presque, un petit peu moins, ouais. Bon, alors, c'est quoi le premier regard que tu as eu sur La Réunion quand tu es arrivé ? Que tu faisais des allers-retours et tu n'étais pas encore installé ? La première chose, c'est que j'avais sous-estimé le marché. C'est-à-dire que, en apparence, il n'y a pas autant de valeur ajoutée que ce que je peux découvrir chaque semaine. J'ai la chance, de par mon métier, de rencontrer plein d'entreprises dans tous les secteurs d'activité. Et il ne se passe pas une semaine où je découvre une boîte qui me
qui me fait dire putain, je ne m'attendais pas à voir ça ici, quoi. Ah ouais? Je ne m'attendais pas à voir ça ici. Ouais. Plein de choses, que ce soit des entreprises, mais même des gens que je rencontre dans la rue, que je rencontre partout, des gens qui sont hyper intéressants. Et j'avais peut-être sous-estimé la capacité de ce territoire à créer autant de talents, en fait. Ouais. Ce que je suis en train de dire, je reprécise, je ne suis pas en train de dire que je pensais qu'il n'y avait pas de talent. Je pensais qu'il n'y avait pas autant en proportion par rapport à ce que je peux croiser au quotidien. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, bien sûr. Et moi qui fais le tour des entreprises, de l'innovation, de tout ça, ben, ça me conforte un petit peu. Ça permet toujours de remotiver, d'aller retourner, prendre le baluchon et de retourner à la guerre, d'aller rencontrer les boîtes, tout le temps des bonnes nouvelles. Et ça, c'est super. Et il y a des sociétés que tu suis et que tu aimes plus particulièrement? Ou des entrepreneurs? Que je suis ou que je fuis? Que tu suis. Que je suis. Ce que tu fuis, on n'en parlera pas. Il y a beaucoup d'entreprises que j'aime bien. En ce moment, je m'intéresse beaucoup quand même aux entreprises du numérique. Et pourtant, j'ai pas d'affinité particulièrement avec le numérique, mais je trouve que les passionnés de numérique, c'est des gros bosseurs. C'est des bosseurs et c'est des mecs qui ont des idées et qui sont capables d'être créatifs. C'est-à-dire que quand je parle, même en dehors du cadre du boulot, avec un mec qui est dans le numérique, je lui expose une problématique que j'ai, ben c'est assez fréquent qu'il me dit ouais mais on pourrait faire ci, on pourrait imaginer tel ou tel type d'application, et ça c'est des choses qui sont pas assez, qui pourraient être présentées différemment à plein d'entreprises. Je m'explique, il y a des petites structures où il y a 2-3 personnes, il n'y a pas de commercial, mais le jour où ils vont se développer, s'ils ont un profil qui est comme justement l'exemple que je viens de donner, à chaque fois qu'on expose une problématique qui est capable de proposer une solution, ces boîtes-là, elles vont marcher, elles vont super bien marcher. Parce que, tu penses à qui, par exemple? Sans citer de nom, il y a quand même pas mal de boîtes qui sont que j'apprécie, quoi, avec qui j'aime bien parler. D'accord. Il y a des chefs d'entreprise, même entre guillemets, dans l'intimité, avec lesquels j'aime bien discuter. Et je trouve qu'à La Réunion, on se fait plus facilement, on brise la glace beaucoup plus facilement, on se tutoie beaucoup plus facilement et on peut sortir du cadre professionnel plus facilement. C'est-à-dire que j'ai des clients ici avec lesquels on va bouffer, mais on parle même pas de boulot. On va faire du squash, du golf, des petits trucs comme ça que je découvre, moi je connaissais pas tout ça. Je suis en train de découvrir grâce à ces gars-là et c'est super agréable. Ou même si on rentre dans notre intimité à nous, on s'est rencontrés dans le cadre du boulot, là on est en train de discuter chez moi, on s'est déjà vu à plein de reprises. Et quand il faut parler boulot, on parle boulot. On est d'accord. Mais quand on parle d'autre chose, on parle complètement d'autre chose. Et ça, c'est des choses, c'est vraiment des relations que j'avais beaucoup moins quand j'étais à Paris. D'accord. Parce que l'état d'esprit est différent, parce que aussi... à La Réunion, je trouve qu'on valorise plus la jeunesse. Ça, c'est un vrai point de différenciation aussi. C'est-à-dire que... Dans quel sens ? On accepte plus que les jeunes réussissent, que des jeunes s'élèvent, prennent la voie. À Paris, je trouve que, bien souvent, on m'a dit qu'est-ce que vous allez m'apporter ? Moi, j'ai le double de votre âge, j'ai déjà eu tant de contrôles fiscaux, j'ai déjà eu tout ça. Je peux répondre à ces questions-là, il n'y a pas de problème. Mais c'est des choses qu'on ne me pose même pas ici. Ouais, je comprends. La relation est différente. Parce que toi, c'est vrai que tu viens avec ton pèlerin, tu as 28 ans, et tu viens quand même parler à des directions financières. Tu viens parler de trucs assez sensibles, même si tu as un grand groupe derrière, c'est pas évident, et donc tu trouves que les gens te reçoivent beaucoup plus facilement que ça aurait pu l'être à Paris, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Les gens sont plus réceptifs, moins méfiants. D'accord. Ouais, parce que après, peut-être que j'ai changé aussi mon discours, peut-être que je suis plus dans mon élément, il y a peut-être d'autres facteurs qui viennent expliquer ça. Mais je trouve qu'il y a une proximité et une confiance qui est plus facile, en tout cas, à créer, qui peut se perdre aussi beaucoup plus rapidement, puisque l'information faisant écho, il y a forcément des retombées rapides quand ça ne va pas. Mais de créer de la confiance et de créer du lien, c'est beaucoup plus facile ici, selon moi. C'est un point de vue. Et peut-être que c'était quelque chose dont toi, tu avais besoin et qui n'existait pas forcément à Paris. Peut-être que tu avais besoin que dans des relations, même commerciales, il y ait une relation
plus humaine qu'une relation de simple prestataire que tu retrouves à la Oui, qui, en effet, ouais, je pense que ça concerne une majorité de personnes, hein, de volonté de travailler sans avoir l'impression de travailler, puisque en fait, quand on est détendu, on travaille mieux généralement. T'es arrivé, tes premières impressions quand t'es arrivé à La Réunion, on a parlé tout de suite boulot, mais sur ton cadre de vie, tu vivais comment à Paris déjà? T'étais en appart? J'étais en appartement, 47 mètres carrés, qu'on payait 1250 €, qui était un bon prix pour le quartier, qui était pourtant pas un très bon quartier dans le 18e. D'accord. Et quand on est arrivé, pour 2/3 du prix, on a eu une maison. Donc déjà, ça, le cadre de vie, la qualité de vie au niveau confort matériel évolue énormément. Ouais. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais faire une petite intervention. J'entends tout le temps la vie est chère. La vie est chère à La Réunion. C'est vrai, la vie est chère. Mais elle n'est pas plus chère qu'en métropole. En tout cas, elle n'est pas plus chère qu'à Paris. Quand on regarde le prix de l'immobilier, que ce soit au niveau de locatif ou au niveau de l'achat, c'est même pas comparable. Alors, c'est vrai que ça peut paraître cher de certains produits dans les magasins, mais quand on regarde les prix dans Paris intramuros, c'est les mêmes prix. Hein. Bon, en tout cas, la différence est très très faible. Et d'ailleurs, quand on vient consommer sur des produits locaux à La Réunion, je pense, et j'en suis même sûr et certain, j'étais en métropole la semaine dernière encore, j'ai fait mes courses, je pense qu'on est moins cher en moyenne sur le prix d'un panier quand on va faire nos courses que quand on est dans Paris intramuros. Si on sélectionne, si on fait ses courses en faisant un petit peu attention au prix, en comparant. Et en mangeant local, quoi. Et en mangeant local, oui. Mais il faut manger local. Chercher les étiquettes D'ailleurs, là, c'est bien, ça, c'est que c'est un sujet qui est posé en ce moment à La Réunion, par le CPME notamment, avec cette étude réelle, à savoir quel est le manque à gagner quand on vient consommer des produits ou des services de l'extérieur. On se rend compte qu'il y a des coûts directs, il y a des coûts indirects et il y a des répercussions fortes. Donc ça, on parlait tout à l'heure de travailler sur les valeurs qu'on peut avoir par rapport à l'argent, mais quand on est en milieu insulaire, ce serait bien aussi qu'on puisse avoir une communication efficace sur tout ça. Je pense que ça va dans le bon sens, hein. Les choses sont en train d'être faites. Moi, je suis assez content de cette initiative. De l'initiative nous l'a fait? Ou de l'étude de la CPME? Oui, ça converge, hein, mais disons que l'étude CPME, elle vient mettre des lignes bien précises sur des manques à gagner. Ça va donner des idées à certains entrepreneurs aussi, savoir si les entreprises consomment en métropole ou ailleurs parce qu'il n'y a pas d'offre sur place, c'est évident qu'il y a des entreprises qui vont se créer, qui vont se mettre sur des marchés. Si les marchés n'existent pas aujourd'hui, il y aura forcément des beaux jours devant, pour eux, quoi, c'est évident. Tout ça, c'est bien. C'est bien qu'on puisse mettre des mots sur des problèmes, de puisse définir des lignes et qu'on puisse travailler sur ces axes-là. Et sur les entreprises réunionnaises, parce qu'on a quand même beaucoup de... Ça a dû changer, ça aussi. Tu devais attaquer peut-être plus des grands groupes en métropole que... Ici, c'est plus des PME et souvent des groupes familiaux. Ça a peut-être un peu changé la manière de... Ouais, alors j'étais pas restreint sur les grandes boîtes. Hein. J'ai toujours préféré travailler avec des petites boîtes. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même la taille des entreprises, la taille moyenne des entreprises qui a changé. Mais c'est pas forcément plus facile de vendre une prestation à une petite boîte familiale qu'à un grand groupe. Hein. Parce que le directeur financier d'un grand groupe, lui, il est là pour 3 à 4 ans, admettons en moyenne. Il prend une décision, ça ne va pas impacter sa vie. Par contre, quand on vend une PME familiale et que lui, il prend une décision, ça va avoir un impact direct sur son travail, sur sa vie, peut-être sur son salaire, sur son patrimoine d'une manière générale. Donc, c'est pas plus facile à vendre. Bon, la dernière fois, j'ai interviewé quelqu'un qui avait... je pense 25 ans de plus que toi. Du coup, je lui demandais, tu dirais quoi à Agnès qui a 20 ans? Je parle d'Agnès Joulin, de l'épisode 5. Tu dirais quoi à Samuel qui avait 15 ans, qui frappait aux portes pour tailler des haies de jardin? Tu lui dirais quoi aujourd'hui en rétrospective? Je lui dirais continue, hein. Si ça ne fonctionne pas, tape plus fort. Ça marchera au bout d'un moment. D'accord. Et la dernière question, c'est la question Facebook. Genre,
la question que si tu veux travailler avec Mark Zuckerberg, il te la pose en entretien, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Peut-être que la question c'est est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as peur? Je sais pas, je saurais pas te répondre là. Je vais utiliser mon joker pour l'instant. J'y réfléchis, je réponds un peu plus tard. Bon, ok, pas de problème. La tradition de l'émission, c'est que si tu as envie, tu peux nominer ou juste me donner une personne que tu souhaiterais entendre dans cette émission, parce que pour rappel, c'est quand même une émission qui est là pour qu'on puisse connaître les gens qui ont travaillé, les gens de notre réseau, les gens du réseau professionnel B2B de La Réunion, parce que souvent on se croise dans des cocktails, on s'en tape 5, mais en fait on se connaît pas du tout. Ouais. S'il y avait quelqu'un, t'aimerais que j'interviewe, qui est-ce que t'aimerais que j'interviewe? Bah, j'en ai un qui me vient en tête là parce que j'étais sur LinkedIn tout à l'heure et je voyais qu'il était en lice pour être entrepreneur réunionnais de l'année. Voilà. Donc je passe une grosse dédicace à notre cher Julien Moras et puis je l'invite à peut-être faire partie d'un des prochains épisodes. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi je serais ravi d'interviewer Julien Moras, avec grand plaisir. Top. Bon, ben merci Samuel. Ah, merci à toi. Je te dis à la prochaine. Je t'en tape 5. Allez, ciao. Ciao. Vous êtes encore là. Ça veut peut-être dire que vous avez aimé cet épisode. Si vous souhaitez continuer à écouter les épisodes de The Little Big Show, vous avez plusieurs solutions. D'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez m'envoyer votre email, me rajouter sur LinkedIn ou tout simplement liker la page Facebook. Voilà, envoyez-moi vos commentaires, partagez. N'hésitez pas à m'envoyer les personnes que vous souhaiteriez écouter dans The Little Big Show. Je vous dis à bientôt.